Hello tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais faire les derniers petits réglages, ça sera pas long. Hello Munich, hello Alice, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis avec les écouteurs. Les derniers petits réglages. Parfait, est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde. Allô Médric, bienvenue parmi nous, bienvenue. Allô Maxime. Juste avoir besoin de vous, guys, est-ce que vous m'entendez? Je sais jamais avec ces écouteurs-là. Bon, bah, je suppose que oui. Sinon, attendez, je change de micro. Alright. Alors, allô tout le monde, bienvenue. Antoine qui nous dit depuis le Covid, je ne suis pas venu, est-ce ouvert, comment ça fonctionne? Oui, Antoine, on est ouvert depuis, on a repris depuis un peu plus de 2 mois plutôt. Fait qu'il y a des restrictions, fait que par rapport à la distanciation, puis au port du masque, mais toutes les sections sont ouvertes, autant bien la lecture que le côté bouffe et le côté librairie. Dominique, cool, super bien. Allô Luc, bienvenue parmi nous. Un peu plus fort. Ce micro là, ça marche un peu mieux. Attendez, je vais monter un peu. Alright. N'hésitez pas à me le dire s'il y a des grésillements ou quoi, on s'adaptera. Parfait. Bah, écoutez, aujourd'hui on attaque un gros morceau. C'est qu'on s'attaque, les débuts du manga en Europe. Et c'est qui a amené beaucoup tard à l'apport des mangas ici au Québec. Ils sont vraiment mieux depuis le micro, on s'entend bien avec l'écouteur, mais moins bonne qualité. Ah, cool, bah écoutez, je vais garder le micro, c'est pas grave. Je préfère que vous m'entendiez mieux que ce soit plus confortable. Cool. Juste un petit rapide coup d'œil auprès de tout le monde. Qu'est-ce que vous connaissez des débuts des mangas? Est-ce que vous aviez là? Est-ce que vous aviez connu les débuts? C'est sûr que si vous avez moins de 30 ans, moins de 25, ça va être un peu plus compliqué. Mais on va faire le tour d'horizon ensemble. Et on va principalement aborder 3 gros sujets. Fait qu'on a le côté vraiment édition, le côté animé, qui au début sont intrinsèquement, vraiment intimement liés l'un avec l'autre. Et un petit côté un peu aussi avec le magazine qui a joué énormément en fait sur la popularisation du manga vers les années 2000, entre 90, 80, 85, 90 et jusqu'à les années 2000 où c'était vraiment le gros boom en fait. Alright. Alors, bon, vous dentiez probablement. En fait, comment commencer? Donc vraiment le début du manga, ça n'a pas vraiment été dans les années 90, mais c'était plus dans les années 78, donc 78 et 80, où on a eu vraiment la première vague, notamment avec le Albator, les Gogo 13, le Roi Léo, Astro Boy et tout ça. Le problème, c'est que à ce moment-là, le truc est pas mal assez impopulaire. Et dans le fond, dans l'ensemble, à cette époque-là, globalement, on va dire, le manga fait son petit chemin, mais est assez mitigé, puis connaît une première désillusion, si on peut dire ça. Donc globalement, jusqu'en 1980, en fait, le manga est assez boudé. Donc c'est sûr qu'il y a eu des adaptations, il y a eu des versions, notamment je pense à Goldorak qui a été la génération de mes parents par exemple. Donc moi je vais sur les 30 ans par exemple, donc ça a été, il y a quand même un petit moment. Mais, comme je disais en fait, ce qui va vraiment être intéressant de voir, Médric qui nous dit G26 c'est le premier que j'ai vu, c'est Naruto. Ok. Bon mais I guess que c'est moi, c'est moi qui deviens vieux. Globalement,
Donc, dans un premier temps, ce qui est assez exceptionnel, en fait, on va se dire que c'est pas mal les animés qui ont commencé à percer, notamment avec quelques petites maisons de studio d'animation qui ont adapté, notamment les Golgo 13, les Astro Boy, le Roi Léo, et plein d'autres choses, en fait, finalement. Donc c'est vraiment avec ça que ça a commencé, et comme je disais, ça fait un petit flop. Suite à ça, en fait, c'est vraiment le Club Dorothée qui a vraiment eu un impact vachement important sur le reste de l'animation et sur la publication. C'est que le Club Dorothée, c'est notre premier facteur. Ensuite de ça, on a Glénat qui va être vraiment le premier facteur, puis le premier témoin en fait des débuts du manga. Et on a ensuite le magazine Amniland que j'ai découvert en faisant les recherches, qui est extrêmement vieux, donc, qui est un magazine qui est toujours en cours de parution à l'heure d'aujourd'hui, qui a déjà plus de 30 ans de parution. Les premiers mangas qui ont été adaptés, donc avant les années 90, avant le Club Dorothée, je disais, il y avait Candy, donc vraiment beaucoup plus vieux, il y avait les Gen de Orishima. Mais encore une fois, malgré les attentes, malgré le fait que ça veut percer et qu'ils veulent adapter vraiment ce style de cartoon en Europe, en fait, ça fait toujours, encore et toujours un flop. Fait qu'il n'y a pas cet entrain qu'on a découvert justement dans les années 90. À la base, tout début, en fait, c'est Jacques Glénat, donc le fondateur de la maison d'édition Glénat, qui décide un jour, en fait, de vouloir faire éditer les BD franco-belges, en fait, au Japon. C'est qu'il fait ni ni deux, en fait, il fait ses bagages, il prend quelques BD, direction Japon, il va contacter des maisons d'édition japonaises et il dit, bon bah écoutez, voilà, nous, c'est ce qu'on fait. Nous, on fait de la BD la BD française, franco-belge, pour le coup. Et est-ce que ça vous intéresserait de publier ça chez vous, en fait, de l'exporter, puis de le rendre national, multinational plutôt. Je réponds en même temps. Antoine Guigny, 23 ici, et j'ai vu dans cet ordre Albator, Astro Boy, Dragon Ball, Sakura, 4. Ah, tu me rassures, Antoine. Je suis pas tout seul. Mais ouais, j'ai pas mal commencé aussi par ça. Albator, Astro Boy, Galaxy Express aussi, qui passait de temps en temps. Donc, il faut savoir, comme je disais, donc c'est Jacques Glénat, donc le fondateur de la maison d'édition Glénat, pour le coup, qui a vraiment été un des facteurs vraiment importants, un des rouages, les premiers rouages en fait, de la machine qui est le manga qu'on connaît actuellement. Puisqu'arrivé au Japon, finalement, il se prend en refus, il dit, les maisons d'édition japonaises se disent, c'est cool, mais c'est pas un truc qui touchera nos lecteurs, c'est pas un truc que les lecteurs japonais lambda, en fait, s'intéressent à. Et il lui montre Akira, il lui dit, bon, écoutez, moi j'ai ça sous les mains, j'ai Akira d'Otomo, est-ce que ça vous intéresse? Et du coup, Jacques Glénat décide de se lancer sur Akira, il le lit, il trippe, et il décide en fait, en rentrant en France, d'éditer Akira. Donc c'est vraiment le premier précurseur, le premier vrai manga qui va vraiment rencontrer un succès tonitruant en fait en France. Puis notamment ça a plu à l'auteur, mais ça va plaire aussi au lecteur. Donc c'est vraiment le début du manga en France dans un premier temps. Ensuite de ça, ils essayent d'autres petites choses, mais ça ne raconte jamais autant de succès que Akira, notamment avec Apple Seed, notamment, qui est bien, qui est une autre série pas d'Akira, mais de Masamune, de Shiro. Et finalement, il y a un petit succès, mais c'est pas autant que Akira. Pour le coup, quelques années plus tard, c'est le Club Dorothée qui va s'intéresser principalement pas au manga, mais à l'animation. Donc il va s'intéresser en animation et vont commencer à publier Dragon Ball. Donc il va être aussi un gros point important, un facteur important en fait dans l'accès du grand public en fait au manga. Suite à ça, suite en voyant cette adaptation de Dragon Ball par le Club Dorothée, il y a des choses qui ont été refaites, l'anime a été refaite. Le truc c'est qu'au début, et on va le voir un peu plus tard, c'est qu'ils avaient malheureusement, puis heureusement aussi, une liberté totale en fait. Fait que les Japonais ne croyaient pas du tout que ça allait être quelque chose qui allait marcher au Japon. Puis ils se sont dit, bon écoutez, prenez-le, faites-en ce que vous voulez. Puis, thank you pour finalement.
Et il s'avère que le public français, pour le coup, était vachement intéressé, ont accroché à Dragon Ball. Et c'est ce qui fait que Dragon Ball a si bien fonctionné auprès des jeunes. Suite à ça, Monsieur Glénat, encore lui pour le coup, voit ça, puis décide, bah écoute, c'est génial, c'est vraiment cool, puis on peut le voir qu'il y a un public, puis et du coup on a Dragon Ball qui a explosé toutes les ventes. Suite à ça, 1990, c'est la naissance ou la renaissance du manga. Ce qui a vraiment fonctionné en fait. Médric, t'as perdu plus de son. Ok, est-ce que tu mieux? Je vois que tout marche de mon bord. Ok, bon bah écoute, ils étaient pas là. Donc je répète, donc 1990 c'est vraiment la naissance du manga moderne qu'on connaît, où on pourrait même parler de renaissance du manga, puisque c'est important en fait de mettre le point dessus, c'est l'œuvre d'Akira en fait, donc d'Otomo, a vraiment marqué en fait. Donc c'est vraiment quelque chose, comment dire, qu'on ne voyait pas dans la BD normale en fait. BD normale, je parle de la BD franco-belge. Et du coup, ça a vraiment très plu. Le fait que ça se passe aussi dans un univers post-apo ou pré-apocalyptique, dans le fond, la situation, la mise en place du lieu, donc c'est vraiment quelque chose qui a révolutionné, qui a vraiment réussi à accrocher les lecteurs européens, donc français. Je regarde mes notes. Hein. Ok, donc c'est à ce moment-là, donc en 1990, que arrivent les premiers magazines. Donc il va voir aussi que c'est le troisième gros important, on a déjà vu trois. Donc les maisons d'édition, l'animation et les magazines. Donc c'est à ce moment-là que le troisième gros facteur va rentrer en compte en fait, puisqu'on a le premier magazine qui va vraiment s'impacter. Techniquement le deuxième. Donc, le deuxième, celui qu'on va parler, c'est Manga Zone en fait, qui est un magazine qui parlait de manga en fait, tout simplement, qui était vraiment consacré en majeure partie justement à l'animation, au manga. Le problème, c'est que après 8 numéros, le magazine a fait faillite, fait que il n'y en avait plus rien. Et le premier, comme je vous parlais tout début, donc je vous ai parlé d'Albator, Gold 13, Astro Boy. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un magazine qu'on appelait le Budo Magazine Europe, donc qui était un magazine de judo, pas de judo, si de judo pour le coup. Et dans ce magazine, c'était la seule façon à l'époque, donc avant les années 90, de se procurer quelques planches de manga. Qu'on retrouvait justement les planches de Albator, Gold 13, comme je vous en parlais, Astro Boy, Lorion, etc. Donc c'est vraiment les premiers mangaka, donc Tezuka et compagnie. Donc suite à ça, suite à la faillite de Manga Zone en fait, le concept est là en fait, le concept a été créé, mais il n'y a plus personne pour reprendre le flambeau. Un an plus tard, c'est le magazine Animeland qui va reprendre le concept et qui va reprendre le flambeau et qui va réussir, va percer, puis va se perpétuer en fait, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, après 30 ans d'existence, le magazine est toujours publié au jour d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment, ça a été vraiment la première grosse référence de manga en termes de magazine en Europe pour le coup, et qui a participé grandement justement à populariser le manga pour tout le monde. On fait un peu du ping-pong, du va-et-vient. On va reparler du Club Dorothée, donc vraiment qui était vachement important dans les années 1980 et 1990, puisqu'ils ont adapté beaucoup de mangas. Puis ils voyaient là en fait une source vraiment d'argent, une rentrée d'argent vraiment populaire, vraiment importante, et ils voyaient que c'était populaire, que les gens en voulaient et en demandaient. Ça fait que tout au long de ces années-là, jusqu'à la fin du Club Dorothée, en fait, on a plusieurs
animé justement, qui est sorti. J'ai ramené quelques tomes de ma collection ici justement. Et je vais faire un peu le collectionneur puis vous les montrer. Donc on avait tout d'abord Dragon Ball qui avait été animé, qui pour la première fois, qui avait vraiment eu un impact qu'on a dit tout à l'heure. On avait Captain Tsubasa qui était connu sous le nom d'Olive et Tom. On avait Saint Seiya qui avait été renommé les Chevaliers du Zodiac. On avait Mizenkoku qui avait repris le nom de Juliette Thème. On avait les Lamu de Rumiko Takahashi. On avait les Ranma Demi qui avait été repris. Damage, je l'ai pas pris. On avait aussi les Kemegumi qui est le collège Fufufu qui est un manga que personnellement j'ai connu. On avait les Goldorak, on avait les Hokuto no Ken avec Ken le Survivant qui est son nom français pour le coup. Les City Hunter avec Nicky Larson. Le Galaxy Express que je vous montre. Hop. Ici, donc ça c'est la version papier qui a été reprise plus tard par Kana. On avait Astro le petit robot. On avait Sailor Moon qu'on parlait tantôt. Pour tous ceux qui ont connu ça, on avait Lucie Amour et Rock'n'Roll qui est ICT Ignite et qui a été repris encore une fois, qui a un nom qui a été retraduit. On avait Cobra, on avait Wingman ici, qui est la version de Tonkam. Et retenez bien les noms de maisons d'édition, c'est des noms qui ont été importants, puis qui sont très anciennes en fait par rapport au manga. On avait Dr Slump aussi. On avait les fameux Fly, notamment avec les versions J'ai lu, juste ici, qui a commencé à éditer des mangas, puis qui a fait faillite. La section manga avait fait faillite. Le problème, c'est que toute cette arrivée de mangas, de nouveaux dessins animés, en fait, fait peur. C'est des codes différents, c'est des façons d'aborder différents sujets importants de la vie qui sont différents, des codes différents. Et puisqu'à la base le manga en fait est fait pour un public japonais et pas pour un public international. Donc là où il peut y avoir des soucis d'éthique qui au Japon pourraient passer et qui pour en France sont un peu plus graves pour le coup. C'est ce qui va nous entraîner justement vers cette fameuse polémique qu'il y a eu autour du manga. Et qu'on avait d'un côté les enfants, les gamins qui adoraient les mangas, qui adoraient l'animation, qui étaient fidèles au poste tous les jours à regarder Dragon Ball, Astro Boy, Saint Seiya, pour moi particulièrement. Et d'un autre côté, on avait les parents qui avaient un peu peur en fait avec cet engouement-là, parce que les enfants étaient tellement dedans en fait que ça faisait peur aux parents. Puis c'est quelque chose qui ne se passait pas avec les animés classiques. Enfin, ils étaient populaires, mais il n'y avait pas un engouement aussi important. Donc de ce point-là va arriver une polémique et des vagues en fait. Donc ça va faire peur, fait que du coup il y a plusieurs personnes plus ou moins célèbres qui ont une influence assez importante en fait, qui vont reprendre, qui vont dénigrer justement l'animation japonaise, le manga japonais, puis qui va traiter ça de barbare, de violent, de sexualisé au bout, fait que ce qui est vrai dans un sens, mais je veux dire la mentalité d'une population en fait change, fait évolue avec le temps, puis ce qui faisait, ce qui fâchait à l'époque n'est plus quelque chose qui fâche présentement. C'est comme je prends par exemple le moment où dans Dragon Ball où Goku découvre que Shishi est une femme et pas un garçon. À l'époque, ça faisait polémique. Alors que maintenant, c'est comme bon, bah, écoute, voilà, il fait ça, puis c'est tout. C'est innocent, c'est pas si grave que ça. Suite à cette polémique, en fait, la censure française va un peu va essayer de se mettre son pied un peu timidement là-dessus. Et le Club Dorothée va être obligé en fait de réadapter et de convaincre, puis de rendre ça en fait tout public. Le problème, c'est comme à l'époque on avait le manga Hokuto no Ken qui était Ken le Survivant. Le problème, c'est que Hokuto no Ken c'est présenté comme un seinen. Et je sais pas, si tu vois un gars faire exploser un autre gars justement en faisant juste 2 pressions sur son corps, forcément ça passe un peu mal à la censure et ça crée encore une fois une polémique. Ce qui va se passer, c'est que toute cette violence, cette nudité, cette censure, le Club Dorothée va aller jusqu'à engager des psychologues.
Ces psychologues-là, en fait, vont, c'est vrai mot pour mot là. Ces psychologues-là, en fait, vont avoir un but, en fait, c'est de regarder tous les épisodes qui vont sortir et qui sont à même de sortir, pour juger si ils vont passer à la censure et si ça ne risque pas de laisser des traumatismes, justement, aux enfants, donc au public qui est ciblé, qui sont les jeunes enfants, les ados et de temps en temps les adultes aussi. Ce qui va nous amener au fait que ça va créer un problème, notamment avec l'authenticité artistique, où le Club Dorothée va se permettre, vu qu'ils ont carte blanche, justement pour l'adaptation, puis il refait, comme je vous rappelle que le Japon, pour eux, ne croyait pas à la réussite, en fait, au fait que le manga allait percer, l'animation allait percer au Japon, en France, pour le coup. Fait que ce qui va se passer, c'est que il va y avoir des libertés artistiques qui vont être prises, en fait, des modifications de l'œuvre majeures qui vont être faites justement pour convenir à la censure, puis pour éviter le plus possible ces polémiques, puis on va essayer le plus possible de ne pas faire de vagues en fait. Ce qui va faire que on va avoir des animations puis des traductions assez bancales, voire désastreuses, et je pense notamment aux plus populaires qui sont Senseiya, avec des répétitions dans les actions. Dans le fond, il y a une action qui se passe, puis il dit ah, tu fais ça, oui, je fais ça. Puis, ce qui fait que ça donne ça fait sortir le. Pour moi, je trouve que ça fait sortir le lecteur de l'œuvre, et notamment aussi avec Okuto no Ken, où il va y avoir de la censure, il va y avoir des scènes qui vont être supprimées, qui vont faire pâtir l'œuvre en fait. Donc l'œuvre va s'en trouver réduite, amoindrie en fait, qui va faire que l'histoire va être différente, que l'histoire ne se calquera plus sur l'œuvre originale. Et notamment, ce qui est très très drôle, si vous êtes intéressé par aller voir un peu ça, allez voir la version française de Okuto no Ken, et notamment au niveau de la traduction, ils avaient fait des jeux de mots en fait, qui n'ont appelé Ken le survivant évidemment, donc ça a été renommé, et ils ont fait tout au long de l'anime, ou du moins les premiers épisodes, des jeux de mots avec le mot okuto, qu'ils ont traduit pour okuto, donc comme un couteau de cuisine finalement. Et ça donne des jeux de mots, mais hilarants, mais totalement débiles et malaisants, comme au couteau à beurre. Puis c'est des méchants qui disent ça, des héros, puis au couteau de cuisine, au couteau à beurre. Ce qui dénaturalise en fait l'importance de l'œuvre, le fond de l'œuvre, puis vraiment le message que l'œuvre veut faire passer. Donc si vous voulez aller voir, c'est vachement drôle, mais pour le coup, c'est un peu toucher l'œuvre, puis c'est plus vraiment l'œuvre que l'auteur de base a voulu raconter pour le coup. Donc on a ça, on a ces fameux scandales avec notamment Ségolène Royal, et pour le coup, quelques années plus tard, vu que le Club Dorothée va prendre fin en 1997. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir que si le Club Dorothée n'avait pas été là, comment dire, on ne sait pas trop comment le manga se serait fait, est-ce que ça a été laissé tomber, est-ce que finalement on n'aurait pas eu le manga, on n'aurait pas eu la hype qui est encore en cours présentement, plus de 20 ans plus tard. Ce qui fait que mine de rien, c'est le Club Dorothée, donc du moins en Europe, qui découle pour le coup ici au Canada aussi. C'est grâce au Club Dorothée qu'on a commencé à être introduit au manga, donc vraiment de façon intensive. Donc c'est vraiment l'arrivée de, comme je vous disais, de Dragon Ball, de Senseiya, puis de tout et compagnie. Alors, on retourne sur Glénat. Suite à ça, en fait, Glénat va en profiter justement pour approfondir en fait cette section-là, donc ce côté-là, et va décider en fait d'adapter d'autres mangas. Donc suite à l'événement, puis suite au fait que ça crée la hype et l'engouement, Glénat va refaire affaire avec les maisons d'édition japonaises, et ils vont tranquillement pas vite reprendre d'autres mangas sur le nom et adapter d'autres choses. Donc c'est l'arrivée de Dragon Ball en manga, de Ranma Demi, d'Apple Seed de Masamune Shirow, Dr. Slump, Sailor Moon, Gundam que j'ai ici justement, qui est magnifique. Fait qu'on commence tranquillement pas vite à avoir des mangas de façon régulière qui rentrent, puis le succès est toujours au rendez-vous, donc ce qui est très très cool. Mais Glénat ne va pas être le seul justement à vouloir exploiter ce marché, à vouloir exploiter ce nouveau
ce nouveau filon en fait, notamment puisqu'en 1994 on va voir Tonkam qui va apparaître et qui va faire un truc très révolutionnaire puisque Tonkam va devenir la première maison d'édition spécialisée dans le manga et qui traduit le manga de façon dans son style de lecture original, c'est-à-dire le sens de lecture japonais. Encore une fois, ça va créer des petits problèmes parce qu'on n'est pas habitué en tant qu'Européen justement de lire dans ce sens-là. Mais il faut savoir que si on compare les deux, si on compare la version que Glénat a voulu faire, en fait, ils ont volontairement omis le fait de le traduire dans notre sens de lecture, dans le sens de lecture japonais, puisqu'ils avaient peur en fait que le fait de le lire dans l'autre sens, les gens se désintéressent en fait. Fait que ils ont misé sur le fait que les gens ne seraient pas capables, ils ne voudraient pas lire quelque chose qui sorte de leurs habitudes. Pour le coup, Tonkam va dire bon écoute, moi j'en ai rien à foutre, on va faire comme ça. Et ce qui va être très très cool, puisque si vous vous intéressez un peu à comment fonctionne un manga, comment un manga est édité, comment un manga doit être écrit, en fait, c'est comme la BD franco-belge en fait. Le manga a des codes. Et notamment dans l'ordre d'écriture, notamment au niveau des bulles et des dialogues, il va s'avérer que si on inverse tout pour les mettre en fait dans notre sens de lecture, toutes les bulles sont chamboulées par rapport à la position des personnages. Ce qui fait que ça nous donne un manga qui n'a aucun sens, tout simplement. Donc tel personnage est inversé avec telle place, mais les bulles sont à la même place, ou l'inverse, ce qui fait que tel personnage dit ça, mais alors que c'est deux personnages qui font une conversion. Et que c'est vraiment chaotique. Et c'est là où c'est intéressant de voir que justement Tonkam lui va un peu renverser la donne, puis faire retraduire puis d'un coup les mangas dans son ordre de lecture traditionnel. Donc c'est pour ça aussi que les premiers Dragon Ball, les premiers Ranma 1/2 et les premiers Akira et Apple Seed sont traduits dans le sens de lecture à nous, qui fait que ça peut créer un petit dérangement au sens de lecture, mais qui fait que pour le coup c'est un peu moins accurate, puis ça s'éloigne un peu de la façon de raconter que l'auteur voulait poser pour le coup. Je regarde mes notes encore une fois. Donc suite à ça, Tonkam va revenir en fait sur le devant de la scène, notamment avec pas mal d'adaptations de Clamp. Donc ces 4 mangaka qui sont hyper populaires au Japon, qui étaient hyper populaires au Japon et qui le sont ici depuis de nombreuses années. Et ils vont commencer justement par publier RG Veda, Tokyo Babylon, X, Wish, Lawful Drag et de plus en plus pour le coup. Donc ça va vraiment être leur gros point, leur gros avantage en fait, c'est de traduire plusieurs mangas de la même auteur qui pour le coup le succès va être aussi au rendez-vous. Et du coup de petit à petit en fait, les mangas va encore un peu plus percer. Donc je vous dis, suite aussi face à ce choix de traduire le manga dans le sens original de l'œuvre, en fait c'est vraiment aussi pour respecter l'authenticité de l'œuvre en elle-même et le prix aussi. On va voir que ça revient beaucoup moins cher en fait de reprendre le format qui était déjà présent au Japon et juste organiser la traduction tout simplement. Donc suite à ça, c'est là vraiment où ça va être le point névralgique de la chose en fait, puisque plusieurs maisons d'édition, plusieurs maisons qui existent ou qui vont arriver s'intéressent au manga. Donc on a justement Casterman justement qui va s'intéresser plus au style un peu seinen, tout ce qui touche à Jiro Taniguchi aussi, donc plus quelque chose qui se rapproche notamment pour Jiro Taniguchi de la BD en fait, et qui risque de moins déstabiliser les lecteurs. Fait qu'on a dans un premier temps L'homme qui marche de Jiro Taniguchi et L'habitant de l'infini par Hiroaki Samura. Ensuite de ça, on a les versions J'ai lu qui ont commencé, qui ont fait une publication assez timide, notamment avec les Fly ici, qui faisait partie des premiers mangas, encore une fois, qui a été traduit. Même chose, traduit dans son sens normal. Donc pour eux, on parle plus de City Hunter, ce format, donc avant qu'il soit repris dans le gros format. Et Fly, pour le coup, pour tous ceux qui l'ont connu,
Il y a aussi une adaptation animée qui est très très cool, qui surfe un peu sur la vibe de Dragon Ball à l'époque. On a aussi les éditions d'Argo qui vont créer vraiment pour la première fois vraiment un département totalement dédié au manga en fait. Donc Dargo va créer la nouvelle collection Kana pour le coup. Donc c'est la naissance de la maison d'édition de Kana pour le coup. Et là on s'avance un peu plus dans le temps puisque on va reprendre justement les Angel Dick, les Détectives Conan, les Sanseiya et les Hunter x Hunter plus tard pour le coup. Donc ça c'est vraiment une maison d'édition qui est vraiment beaucoup plus récente au jour d'aujourd'hui. Donc on se rapproche de plus en plus aux années 2000. Justement, les années 2000. À partir de cette année-là, c'est vraiment un boom en fait. Donc c'est vraiment ce moment-là où les mangas ont commencé vraiment à exploser, avec notamment l'arrivée des Big Three. Donc on parle d'enfants les grosses séries, notamment Bleach, Naruto et One Piece. Et timidement en fait Hunter x Hunter aussi qui est arrivé à peu près à cette époque-là. Animeland, le magazine justement a ce moment bien ancré, le magazine fonctionne super bien, les gens s'intéressent de plus en plus et plusieurs magazines vont se rajouter au fur et à mesure, mais c'est aussi l'arrivée d'Internet et c'est à ce moment-là où Internet va jouer une grosse part de la possibilité en fait de ce nouvel univers qui va justement aider à l'univers de se développer pour le coup. C'est à ce moment-là, comme je vous disais, que le manga explose. C'est vraiment à ce moment-là où on a beaucoup de mangas qui viennent arriver. Et que, comme je vous disais, on a Hunter x Hunter. Attendez, on a du visuel, fait qu'on va les utiliser, hein, on a des outils. Fait qu'on a Hunter x Hunter justement dans la collection Kana, pour le coup, qui est la version de l'époque. On a aussi les Shaman King. Fait que là, si vous voulez, j'ai la réédition. Pour le coup, encore une fois, c'est la Star Edition, donc la réédition de Shaman King avec la vraie fin pour le coup. Après 12 ans d'attente, on l'a finalement. Puis vous voyez, en fait, c'est comme quand on les aura tous, ça fera une magnifique fresque, ce qui est le top net plus ultra dans une collection, je trouve. Alors on a les Samouraïs du Purkio, peu connu aussi, qui est très très cool, l'histoire d'un jeune garçon qui se réveille, qui est à moitié amnésique, c'est pas trop d'où il vient, de qui il est, qui a une double personnalité, et il essaie en fait de se retrouver et de retrouver un peu ses souvenirs, puis de se faire un peu voir qui il est, d'où il vient, puis pas mal de choses. On a aussi, en CNN, on a Monster qui arrive, toujours chez Kana, qui fait beaucoup de bruit, qui est vraiment apprécié. On a Lovina de Kanakamatsu, qui s'en vient avec les Negima un peu plus tard. On a également les Gundam pour le coup, qui est extrêmement populaire. On a évidemment, comme je vous parlais, le fameux trio des Big Three, fait qu'on a One Piece, Naruto et Bleach, qui pour moi, je trouve, sont vraiment les trois mangas centrales en fait des années 2000, entre 2000 et 2010 finalement. Puis c'est la première fois qu'on embarque vraiment sur des grosses séries, des gros trucs qui claquent les mises en édition, enfin prennent vraiment beaucoup plus de risques finalement parce que c'est beaucoup plus, comment dire, il y a beaucoup plus de risques en fait de traduire un One Piece qui a à l'époque, je sais pas combien il y avait de tomes, mais qui a une dizaine de tomes, que de décider de traduire Akira qui n'en a que 6 pour le coup. Donc c'est un gros engagement. On a aussi les GTO. Ici, donc ça c'est la réédition, c'est une des rééditions, donc c'est pas la première édition. Ça c'est la réédition en volume double qui n'est plus trouvable malheureusement. On a aussi Slam Dunk, même chose. C'est la réédition, la Star Edition justement qui est retraduite, qui est encore en cours de réédition, et même chose qui fait une magnifique fresque. Et bien d'autres pour le coup. Il faut savoir aussi que là où toute la hype est arrivée en France au début en 2000-2010, il faut savoir en fait que le marché français actuel est vraiment posé. Donc c'est à ce moment-là, c'est là qu'on va parler de chiffres, ne vous tracassez pas, mais il est vraiment posé. Fait que dans le fond, c'est un rendement régulier, c'est une part quand même assez importante en termes des ventes de livres en Europe, donc en France pour le coup.
Le truc, c'est que ici au Québec, la hype commence. Donc nous, on a vraiment une autre boom dans les dernières années finalement, et de plus en plus, les gens s'intéressent de plus en plus justement à cet univers, au manga, puis découvrent, en fait redécouvrent ou découvrent des séries qu'ils ont connues étant enfants, puis qui sont vraiment des mangas. Là c'est plus un titre personnel en fait, des expériences que j'ai eues en boutique, comme par exemple des parents qui nous arrivent, qui amènent leurs enfants pour le coup, puis qui sont un peu apeurés, qui sont pas vraiment intéressés par l'univers pour le coup. Puis tu sais, à force de jaser avec eux, ils se rendent compte que tu sais, les animés que eux ont gardés dans leur enfance, les Goldorak, les Abator, c'est des adaptations de manga pour le coup. Fait que là du coup c'est très très cool, c'est deux générations qui découvrent un univers commun. Et nous, nos parents qui reviennent, je dis oh ouais j'ai lu Albator machin. Fait que c'est très très cool, mais globalement en fait la hype et l'engouement commence ici au Québec, où il est déjà bien posé, mais elle commence pas mal. Retour en France. Faut savoir que l'industrie du manga marche bien. C'est pas fou, c'est pas désastreux, mais même super bien. Il faut savoir que à l'époque, dans les années 90 en fait, donc quand ça marchait vraiment entre 90 et 2000 en fait, le manga représentait 25% du chiffre d'affaires en termes de vente de BD, puis de BD franco-belge, BD manga, tout confondu en fait, représentait 25% du marché, puis des revenus qui sur une année pour le coup. Au jour d'aujourd'hui, ça a un peu baissé, notamment justement dans ce 25% là. 10 séries détenaient à elles seules 50% de ces 25 par exemple. Donc à elles seules, comme 10 séries faisaient comme le café. Depuis 2010, on a ressenti un petit déclin qui, dans le fond, s'est un peu baissé. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, le manga représente en France 22% actuellement des ventes de BD et des livres sur une année. C'est que c'est plusieurs milliards d'euros pour le coup qui rentrent à chaque année sur la vente de livres physiques. On ne parle pas d'e-book, de digital, voilà. C'est vraiment le livre physique que tu as dans ta main. Ce qui est énorme en soi. Donc je pense que c'est presque 5 milliards d'euros qui rentrent à chaque année en termes de vente. Et il faut savoir que de plus en plus, ça prend une part importante ici au Québec. Donc c'est sûr, c'est moins important, évidemment, parce que c'est genre le temps à jouer. Mais que le marché se porte super bien. Je pense qu'on est vraiment loin encore de voir les mangas disparaître. Puis l'engouement est toujours présent, notamment avec les dernières séries. Jujutsu Kaisen qui est arrivé. On a Hell's Paradise qui est très très cool. Puis les gens s'intéressent de plus en plus à d'autres choses que du shonen. Il faut savoir que le shonen et le seinen, c'est pas mal les gens qui faisaient le plus de bruit à l'époque. Puis les gens s'intéressent de plus en plus au shonen, à autre chose que du shonen, notamment avec du shoujo, le josei qui devient vraiment populaire aujourd'hui. Puis il y a de plus en plus de josei qui rentrent, ce qui est très cool, notamment avec Orange qui a vraiment été vraiment un gros hit à ce moment-là. Et le marché se diversifie, ce qui est très 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 cool. Écoutez, c'est pas mal tout ça. J'ai vraiment juste effleuré le top de tout ça pour le coup. Hein. Plein de choses. J'aurais pu vous parler des maisons d'édition, des différentes. L'impact que Tonkam a eu, l'impact que Kana a eu notamment. Puis leur impact au jour d'aujourd'hui. Mais je voulais pas trop abuser, tout simplement. C'est ça, c'est pas mal tout pour moi. C'est comme ça vous intéresse, justement, n'hésitez surtout pas à aller checker. L'information est super facile à aller chercher, que ce soit des documentaires sur YouTube, que ce soit sur un wiki, soit directement sur le site des maisons d'édition. Si c'est vraiment un truc qui vous intéresse, foncez, c'est vachement intéressant. Je trouve que c'est vachement intéressant. Et ben voilà, on aurait pu aussi parler de la malédiction de Berserk lors de ses premières publications. Il faut savoir que Glénat, à l'époque, n'a pas été le premier en fait à adapter Berserk. Fait que suite à tous ces succès-là, en fait, il y a plusieurs maisons sur
fait, qui ont voulu essayer. Et notamment, Berserk est passé par trois maisons d'édition. Fait qu'on a Glénat pour le coup, qui est la maison actuelle. Mais on a 2 autres maisons d'édition, qui est Samurai Bamboo, il me semble. Que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vraiment fait pas long feu. Elle a vraiment duré quelques années. Qui a repris Berserk, qui a fait 3 ou 5 tomes, puis qui a fait faillite. Puis Berserk a été racheté par une autre compagnie qui a fait 2 ou 3 tomes aussi, qui a refait faillite, encore une fois. Puis pour le coup, elle a été rachetée par Glénat. Qui pour le coup ça a fonctionné super bien, puis qui est le manga qu'on connaît au jour d'aujourd'hui pour le coup. C'est très très bon, on aurait pu parler de plein de choses. Que si ça vous intéresse, foncez, c'est vachement intéressant, soyez curieux. Comme je vous dis à chaque fois quand je parle du stock, je vous en parle, j'essaie vraiment de défleurer le top, puis de susciter un petit intérêt qui peut être sympa. Sur ce, guys, merci de votre attention. Prenez soin de vous, puis on se retrouve probablement jeudi pour les sorties des nouveautés. Bye bye là.